Ça y est, on est live. Hello tout le monde. Hello. Bon. Très Comment ça heureux va tout le monde sur le chat? de vous revoir ou revoir le chat. Ça fait plaisir. Bonne année à tous. On commence à 2021 sur les chapeaux de roue. Donc c'est bien, il y avait beaucoup d'inscrits ce soir. Je ne sais pas si tout le monde sera là, mais c'est déjà pas mal. On est déjà presque un peu plus de 30. Alors, ce soir, on est presque à l'heure, mais c'est bien. Ce soir, on va vous parler, c'est surtout Sylvain qui va vous parler de War Story avec Elastic Cloud. Mais d'abord, comme d'habitude. J'ai fermé la porte parce que le chat veut rentrer. Mais d'abord, hop, comme d'habitude. Ah non, pas comme d'habitude. Call for Paper. N'oubliez pas, notre Call for Paper, ça fait un an qu'on maintient le jug malgré la crise, etc. Et on a senti un petit manque de volonté, en tout cas d'envie des speakers. Et du coup, notre CFP s'appauvrit et commence à se dessécher assez sérieusement. Donc, je fais vraiment un gros appel à vous pour contribuer. Donc, je vais essayer de le rappeler encore et encore parce qu'on a besoin de vous. On ne peut pas maintenir le jug si vous ne proposez pas des sujets. On essaye de gratter à droite à gauche, mais on compte sur vous. Donc, n'hésitez pas. Vous avez l'URL. Proposez même si c'est des tout petits sujets. On prendra. On pourra en discuter. Si vous avez besoin de vous aider, on pourra en discuter. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à participer. C'est gratuit. Si je peux me permettre de rajouter un truc, n'hésitez pas aussi à nous interpeller sur Twitter ou autre pour nous proposer de faire intervenir des gens. Par exemple, la dernière fois, on a eu un speaker qui n'était pas de la région, qui n'était pas local. Le mois prochain, on va sûrement avoir aussi une presse de quelqu'un qui n'est pas du coin. N'hésitez pas à nous suggérer aussi d'inviter des gens auxquels on ne pense pas, ou voilà. Parce que nous aussi, après, on peut aller essayer de les démarcher. Donc, ça peut être sympa aussi. Oui, voilà, des fois, il suffit que les gens, il suffit des fois un petit peu qu'on taquine les personnes pour les motiver à venir. Hein. Si vous avez envie de voir un sujet ou de voir quelqu'un venir parler, faire une conf que vous avez ratée, peut-être qu'il suffit qu'on les sollicite pour qu'ils viennent nous faire la presse au jug. Donc, n'hésitez pas à donner vos idées. Allez, ceci dit, merci à Jakarta II et qui nous permet d'utiliser leur compte Crowdcast. Donc, c'est toujours un plaisir d'utiliser un outil qui fonctionne plutôt bien. Hop, le Call for Paper encore. Oui, parce que je vais le rappeler, hein, on a vraiment besoin de vous. Donc, n'hésitez pas, allez-y, proposez. Nos sponsors, Ipon et Monkey Patch, hein, qui grâce à eux, nous avons des pizzas, une salle, c'est super. Non, en fait, en ce moment, c'est vrai qu'on les sollicite pas énormément, mais ils sont là et on a du matériel, on a des choses grâce à eux et c'est toujours agréable. Donc, pensez à eux. Je l'ai mis partout. Et oui, le Call for Paper, encore et toujours. Allez, plus sérieusement, ce soir, c'est Sylvain Wallace. Bon, on ne le présente pas, c'est le Toulousain le plus connu de la place au jug. Donc, il va nous parler comment les posts de GC ont pété la prod. Non, c'est pas comme si ça pétait la prod, c'est juste ça ralentit un peu la prod, on va dire. Ah, si, là, ça a bien pété la prod. On verra, on a eu une interruption de service pendant quelques heures. Hein. Je me permets aussi encore d'intervenir. Je suis super content que tu aies proposé ce sujet dans le CFP parce que c'était genre quelque chose comme le lendemain ou quelques jours après que vous ayez sorti l'article de Postmortem sur l'Elastic Cloud sur le blog. Et j'avais dévoré l'article, je l'avais trouvé super intéressant. Donc je suis content qu'on puisse enfin te programmer sur ça. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. C'est un super feedback de comment voilà, un petit truc au départ peut escalader assez rapidement et faire tout tomber. Et finalement, enfin, on verra, on parlera pas tant de Java que d'architecture de système complexe, de système distribué, d'interaction entre services, etc. Donc c'est une perspective un petit peu différente aussi. C'est super. Alors, Subscribe.
Allez, n'hésitez pas, allez vous inscrire sur YouTube. On enregistre tous les CFP. On n'enregistre pas les CFP, toutes les confs qu'on peut et on les upload sur YouTube pour les voir et revoir. Bon, revoir, pas, mais mais vous pouvez les partager, n'hésitez pas. Et le call for paper, je ne l'ai pas assez dit. J'en ai parlé? Ouais, je sais pas. Mais je vous le rappelle. Allez-y, contribuez. N'hésitez pas, donnez des idées, donnez des liens, donnez du contenu. Nous, on vous offre un portail et pour vous exprimer. Et sans vous, on ferait pas grand-chose. Voilà. Donc, si vous voulez que 2021 se passe bien pour le Toulouse Jug, ben, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous. Je vais donner la main à Sylvain. Et au plaisir. Allez. Bonne conf. Allez, ben on est parti. Est-ce que je mets ton écran en principal. Je quitte Julien. Boum. Et je me cache. Comment on fait ça? Comme ça. Allez, bonne conf. Allez, merci. Et ben on est parti. Donc, merci aux 38 personnes qui sont là d'être venues ce soir. Et puis, il y en a plein d'autres qui vont arriver, j'espère, après sur YouTube. Donc, ce soir, comme je disais, on va parler d'une chose un petit peu inhabituelle, mais qui est un sujet intéressant quand même. C'est toutes les applis Java qu'on fait, à un moment donné, elles partent en prod. Et dans la prod, il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire ce qu'on appelle une war story. Donc en gros, c'est la guerre des tranchées, quand la prod part en vrille, qui est arrivée il y a 2 ans maintenant, quasiment jour pour jour, sur Elastic Cloud. Et une des causes racines de ce crash, ça a été des pauses longues du garbage collector dans une JVM. Donc on va voir un petit peu d'où ça sort tout ça. Alors, on verra rapidement, ça va être un petit peu technique, l'architecture d'Elastic Cloud, vous allez voir un peu ce qu'il y a sous le capot. On parlera de Zookeeper, qui est un élément central dans cette histoire. Description détaillée de l'incident, qu'est-ce qui s'est passé, les différents événements, donc là ça sera la timeline. Comment est-ce que d'un système complètement crashé, on a réussi à remonter le service jusqu'à ce que nos utilisateurs puissent recommencer à l'utiliser. Et puis enfin, le post-mortem, analyse, action corrective, les leçons qu'on a tirées, etc. Et puis pour faire du Java quand même, je vous présenterai très rapidement une librairie qu'on utilise qui s'appelle FailSafe pour améliorer la résilience de vos applications Java. Voilà. Donc, ils ont beau dire, ils vont besoin de le présenter, je vais le faire quand même. Voilà, donc je suis principal software engineer chez Elastic. Alors, principal software engineer, c'est quoi? C'est une fois qu'on est senior, on est encore plus vieux, donc il faut être autre chose, parce qu'on est senior à 30 ans. Moi, j'ai un peu plus que ça, donc je suis principal software engineer. Donc, les activités d'architecte, d'expert technique, de tech lead, choses comme ça. Chez Elastic, j'ai passé 4 ans dans l'équipe cloud. Je l'ai quitté il y a quelques mois pour aller dans une équipe plus petite. Je suis en charge aujourd'hui des librairies clients Java et Rust. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que cette équipe était passée de 15 personnes à 150 en 4 ans. 150 personnes, c'est trop pour moi. Voilà, je suis mieux dans des petites équipes, donc j'ai demandé à changer. Voilà, et ça se passe bien. Avant, j'ai bossé chez OVH, j'ai monté le bureau toulousain, j'ai été freelance, j'ai été le premier développeur sur le back-end de Sigfox, CTO de Scoopit, j'ai travaillé pour Just, des fondateurs de Skype, etc. etc. Et petite fierté personnelle, je suis depuis quasiment 20 ans maintenant membre de la Fondation Apache. Et private job pour les Toulousains, j'habite à Péchabou, petite ville à côté de Toulouse, un petit village avec plein de bons techos, voilà, c'est célèbre. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, Elastic, qu'est-ce qu'on fait chez Elastic? On fait des produits que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent, Elasticsearch évidemment, qui sert à faire de l'indexation de données, qui sert aussi bien pour de la recherche. Si vous faites une recherche sur Wikipédia par exemple, c'est Elasticsearch qui est derrière, sur Deezer et Spotify aussi, sur Uber et aussi sur Tinder. Voilà, swipe à droite à gauche, les propositions elles viennent d'Elasticsearch. Au-dessus de ça, on a d'autres produits open source qui sont Kibana pour tout ce qui est dashboard de visualisation. Et pour ramener les données dans Elasticsearch, on a des outils de collecte de données qui sont Bits et Logstash. Tout ça se met au service de produits qui, eux, sont commerciaux, qui sont plus verticaux sur des thématiques particulières. Alors, on a le Search, donc Enterprise Search, qui va venir indexer la totalité des documents de votre entreprise. La partie observabilité, tout ce qui est analytics, monitoring, alerting, etc. Et puis la sécurité qui dérive de l'observabilité, qui est surveiller un peu ce qui se passe sur vos infrastructures pour venir
lever des alertes, détecter des dysfonctionnements, des intrusions, des choses comme ça. D'un point de vue hébergement, plusieurs solutions, vous pouvez l'héberger vous-même évidemment. Et puis on a Elastic Cloud, là c'est notre service SaaS dont on va parler ce soir. Elastic Cloud Enterprise qui est pour les entreprises qui veulent faire un SaaS interne, hein, elles ne veulent pas aller sur le cloud public, mais elles veulent quand même des services cloud, donc ça c'est typiquement les grandes banques, les institutions publiques, les choses comme ça. Et puis on a une version aussi dédiée à Kubernetes, qui est un opérateur Kubernetes pour gérer des flottes de clusters Elasticsearch sur Kubernetes. On va s'intéresser évidemment à Elastic Cloud. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Elastic Cloud? Pour vous donner un peu une idée, on a des dizaines de milliers de déploiements, on approche des 100 000 déploiements. Alors, quand je dis déploiement, à chaque fois, c'est un cluster, donc c'est plusieurs process. Hein. Donc, ça va depuis le tout petit Elasticsearch qu'on utilise pour faire joujou, qui fait 1 gigaoctet, jusqu'à des services ultra critiques qui stockent des centaines de téraoctets de données. Ça tourne dans 50 régions, sur Google Cloud, Azure, AWS, et aussi pour des clients qui le demandent, on crée des régions privées où ils ont leur infrastructure dédiée et où il n'y a que leur machine à eux. Tout ça avec une jolie IHM qui fait que, en gros, on crée son cluster, on change la taille simplement en laissant un bouton, c'est super facile. Là, par contre, derrière, il y a du boulot. Alors, comment ça marche? Donc, si on fait un zoom sur une des 50 régions, on va voir quelque chose comme ça. Alors, n'ayez pas peur, on va regarder tout ça en détail. En tant qu'utilisateur, moi, j'arrive sur la user console et je dis, je voudrais bien un cluster. Donc, je crée un cluster, je dis, je veux qu'il fasse telle taille, qu'il ait telle caractéristique, etc. La configuration, qu'on appelle un plan, arrive dans un truc qui s'appelle un constructor. Qui est, si on fait l'analogie avec les Kubernetes, ce serait le scheduler en fait, hein, qui va en gros connaître l'état des ressources et dire tiens, ton cluster, j'ai de la place sur telle et telle machine, je vais aller le dispatcher sur ces différentes machines d'exécution. Les machines d'exécution, on les appelle des allocators. Et vous voyez là ici, ils font tourner tous nos produits, Elasticsearch, Kibana, l'APM, l'Enterprise Search, etc. etc. Quand ensuite, moi, utilisateur, j'ai créé mon cluster et que je veux l'utiliser, envoyer des données, faire des recherches, je passe par l'autre côté, sur la gauche, et mes requêtes passent à travers une flotte de proxys qui, eux, savent où sont les différents éléments de mon cluster. Donc, ils ont des tables de routage, et en fonction de l'URL que je donne qui contient l'identifiant de mon cluster, ils savent que mon cluster, il y a un nœud ici, il y en a un autre là, et peut-être un autre encore ailleurs, etc. Donc, ils font le routage, et ces tables de routage sont mises à jour dynamiquement en fonction de la réallocation des nœuds du cluster Elasticsearch sur les allocateurs. Alors, quand est-ce que peut avoir lieu cette réallocation? Quand moi, je change la configuration, parce que j'ai quelque chose de plus gros ou plus petit, mais aussi quand les allocateurs crashent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on atteint une certaine taille, la panne est quelque chose de normal. Donc, quand on a des milliers de machines virtuelles chez Amazon ou Google, fatalement, au moins une fois par jour, il y en a une qui crache. Voilà. Donc, il faut que le système soit résilient, soit prévu pour ça, et que quand il y a des crashs, il n'y a pas besoin d'intervention manuelle pour se reconfigurer. Et dans ce cas-là, en gros, les nœuds Elasticsearch qui étaient sur ces machines qui ont crashé, ils sont réalloués ailleurs, et par effet de cette réallocation, les tables de routage des proxys sont mises à jour. Et du point de vue de nos utilisateurs, c'est absolument transparent. Ils ne voient rien. Ça, c'est lié aussi au fait que Elasticsearch a une architecture distribuée et redondante qui fait qu'il n'y a pas de perte de données, même s'il y a crash de machine. En réalité, c'était une vue logique, ça. En réalité, comment ça se passe? On a un élément central qui s'appelle Zookeeper, qui est un genre de base de données. On va rentrer un petit peu dans les détails. Et finalement, tous ces systèmes qui sont faiblement couplés discutent à travers ce système de stockage partagé. Donc, ces liens logiques que je vous ai décrits, en fait, n'existent pas en tant que lien réseau. Tout passe à travers Zookeeper. Qu'est-ce que c'est que Zookeeper? Alors, c'est un logiciel de chez Apache. C'est un service de coordination pour les applications distribuées. Donc, techniquement, c'est quoi? C'est quelque chose un peu comme si vous aviez un file system distribué. Vous allez pouvoir avoir une arborescence de ce qu'on appelle des nœuds de l'arbre, et qui offre des garanties intéressantes dans les systèmes distribués, c'est-à-dire qu'il y a une consistance forte, du point de vue, si on considère le théorème de Cap, le fameux théorème de Cap.
C'est distribué, donc la réplication, donc la notion de master-follower. Il y a une haute disponibilité du fait de cette réplication, et on l'utilise classiquement pour de la configuration de service, de la synchronisation, pour faire l'élection de master-follower par exemple, de la coordination et du service discovery. Donc l'histoire de Zookeeper, elle remonte loin parce que c'est un produit qui est né à l'intérieur de Hadoop, donc il y a plus de 10 ans, peut-être 15 d'ailleurs. C'est le premier logiciel de cette nature open source. Maintenant, il y a des équivalents qui sont etcd ou Consul, qui marchent très bien, qui sont plus légers, par contre, qui n'ont pas autant de garanties quant à la consistance des données que Zookeeper. Pour ceux qui connaissent le test Jepsen, en gros, c'est des tests qui défoncent toutes les bases de données distribuées et qui trouvent des tas de problèmes. Zookeeper est le seul qui a réussi à passer tous les tests du premier coup sans découvrir de bugs. Alors, des éléments intéressants dans Zookeeper qu'on utilise pas mal dans Elastic Cloud, c'est qu'il y a des notions de session. Alors, il y a une connexion réseau qui est faite au serveur Zookeeper, mais sur cette connexion, il y a une session, et quand on perd la connexion réseau, la session est conservée par le serveur Zookeeper un certain temps avant d'être purgée. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de garder le contexte strongly consistent associé à un client de façon à éviter de la resynchronisation d'état ou de la reprise de synchronisation quand on se reconnecte. Donc, ça permet comme ça d'avoir des pertes de connexion de courte durée qui n'impactent pas la consistance des données qu'on va avoir du point de vue du client. Un autre élément très intéressant, c'est la notion de watcher. Si moi, je suis un client de Zookeeper, je peux dire « Ah, j'enregistre un watcher sur tel chemin dans mon arborescence et tu me préviens dès qu'il y a un changement. » Un changement, ça peut être le contenu a changé, le nœud a été supprimé, ou aussi on lui a ajouté des fils. Donc, comme ça, on peut surveiller un peu l'évolution d'une arborescence ou la création, par exemple, de nœuds dans un parent, ce qui typiquement pour nous va être très utile quand on va surveiller, par exemple, les répertoires, entre guillemets, qui sont la liste des clusters à déployer. Il y en a un nouveau qui apparaît, on a un événement qui nous dit « Ah, il y a un nouveau cluster qui est apparu, on va venir regarder sa configuration, faire le scheduling, etc. etc. » Donc voilà, très rapidement, les choses intéressantes qu'il y a sur Zookeeper et qui sont aussi les raisons pour lesquelles on va l'utiliser. Au-dessus de ça, pour nous aider, parce que sur Zookeeper, c'est quand même un outil de très bas niveau, on utilise Apache Curator, qui est une librairie Java qui fournit des primitifs de beaucoup plus haut niveau que simplement de l'accès à des fichiers, entre guillemets, sur Zookeeper. Donc il y a des patterns classiques dans les systèmes distribués, comme leader latch, donc l'élection des leaders, les logs distribués, des choses intéressantes pour nous qui sont des caches de nœuds et même de sous-arborescence, des compteurs, des queues distribuées, etc. Alors cette notion de cache, elle est largement utilisée dans le cadre d'Elastic Cloud pour venir justement surveiller des éléments de cette arborescence sur lesquels les différents services doivent réagir. Donc, ça permet comme ça à l'architecture d'Elastic Cloud d'être un système piloté par les événements, donc réactif, et qui nous permet aussi de conserver un cache en mémoire dans les différents services de l'état courant du système sans avoir besoin de faire du polling permanent sur le serveur Zookeeper pour voir s'il y a des choses qui ont changé. Une autre fonctionnalité qu'on utilise aussi beaucoup, c'est la notion de nœud éphémère. Donc, un nœud éphémère, c'est quoi? C'est un nœud dans l'arborescence Zookeeper qui est lié à l'existence d'une session. Je me connecte, ça crée une session, je peux créer un nœud dit éphémère. Si je me déconnecte et que ma session disparaît, timeout, à ce moment-là, le nœud éphémère disparaît. Alors, ça, c'est utilisé massivement pour faire du service discovery, c'est-à-dire qu'un service démarre, il va enregistrer un nœud éphémère qui définit en gros le fait qu'il soit vivant. D'autres services peuvent venir surveiller l'existence de ce nœud et être notifiés de sa disparition. Et à ce moment-là, ils savent qu'il a disparu et peuvent agir en conséquence. Donc typiquement, et on le verra après, c'est utilisé par les serveurs proxy pour maintenir leur table de routage. C'est-à-dire que si un des serveurs allocateurs qui était en bas de l'image, qui héberge les différents nœuds d'Elasticsearch disparaît, son nœud éphémère associé va disparaître aussi, les proxys vont être informés et vont pouvoir le supprimer des tables de routage. Donc ça permet comme ça d'avoir un système qui est extrêmement
dynamique, event-driven, qui s'auto-organise un petit peu. C'est assez intéressant, assez élégant. Donc, comment ça fonctionne? Voilà, donc typiquement, le flow de création d'un cluster. Donc déjà, avant toute chose, il faut configurer le système. Donc on a la console d'administration où on va venir configurer nos différentes VM en disant, voilà, toi tu as tel rôle, toi tu as tel rôle. Et comme ça, elles vont s'initialiser et démarrer un certain nombre de services qui vont être prêts à remplir les fonctions de plus haut niveau du système. Notre utilisateur, lui, il écrit dans Zookeeper des plans, c'est-à-dire qu'en gros, quelles sont la configuration de ces clusters. Le constructeur, lui, il écoute des changements sur les plans, il écoute aussi la présence des allocateurs pour savoir qu'est-ce qui est disponible comme ressource, et en fonction de ça, il crée sa configuration, et il écrit en retour dans Zookeeper la configuration des différents déploiements. Nos allocateurs, eux, écoutent les ordres qui leur viennent du constructeur pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent déployer et démarrer comme process. Et puis en retour, ils écrivent dans Zookeeper l'état de leur déploiement. Mon Elasticsearch, est-ce qu'il tourne ou est-ce qu'il ne tourne pas? Des choses aussi comme l'occupation disque, l'utilisation de mémoire, des petites infos de monitoring temps réel, des choses comme ça. Et puis enfin, nos serveurs proxy, ils écoutent leur propre configuration, ils écoutent la configuration des déploiements, qu'est-ce qui existe dans le système, la configuration des allocateurs, qui est installé où dans nos allocateurs, et en fonction de ça, ils construisent leur table de routage. Donc comme ça, une requête qui arrive, ils savent à qui l'adresser ou la router. Et voilà, donc là, les grands principes du système. Et puis donc maintenant, on arrive à ce fameux incident du 18 janvier. Donc je vous disais, c'est quasiment 2 ans jour pour jour. Alors je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé être triple auteur du blog post. Bon, c'est bien, c'est cool pour mon ego, ça fait plaisir. Donc on a fait, suite à ce gros crash, on a fait un blog post où il y a l'URL en bas de la page, là vous pourrez le lire, où on explique avec beaucoup de détails ce qui s'est passé. C'est ce que je vais vous raconter ce soir. Les éléments importants, c'est que voilà, on a eu un accès dégradé pendant 3 heures et même pendant 20 minutes. Il y a une région, c'est quoi? C'est EU West One, donc c'est chez WS, c'est la région Irlande, qui a été complètement indisponible. Voilà. Et comme après chaque incident chez Elastic, qu'il soit visible ou pas par nos utilisateurs, on fait évidemment un post-mortem, et c'est un peu ce que je vais vous raconter par la suite. Donc l'incident, qu'est-ce qui s'est passé? On revient sur notre petite image de l'architecture. Ça a commencé par Zookeeper qui a eu une charge de CPU, mémoire globale qui a augmenté. Alors, on verra que malheureusement, on n'a pas réussi à expliquer pourquoi. Mais c'est la première chose qui est apparue et qui est à l'origine de l'incident. Il a commencé à avoir des pauses de garbage collector qui étaient importantes et qui provoquaient des pauses qui sont stop the world, c'est-à-dire qu'il y a différents types de garbage collector. Certains vont arrêter la JVM pour faire le grand ménage quand ils arrivent à une certaine saturation de la mémoire. C'est ce qui s'est passé ici, et la durée de ces pauses a abouti à des timeouts sur les connexions réseau entre Zookeeper et certains clients. Alors, pourquoi ça? La connexion au niveau TCP était toujours là. Par contre, il y a une espèce de ping régulier entre le client et le serveur qui fait que si le ping ne passe pas, on dit qu'il y a un timeout. Chez nous, il était réglé pour 15 secondes. C'est assez court. Donc, timeout, du coup, lui, il dit j'ai perdu la connexion, je la rétablis, mais je ne sais pas ce qui a changé entre-temps chez Zookeeper. Donc, je vais faire un refresh de mes structures internes. Bam. Zookeeper, il me prend un paquet de requêtes en plus, et finalement, j'arrive à un session timeout, et il faut que je refasse encore plus de refresh. Et puis, du coup, d'autres timeouts qui arrivent, et puis mes nœuds éphémères associés à des allocateurs disparaissent. Du coup, les proxys disent il y a un problème, mon allocateur il est parti, je le supprime de la table de routage. Pour autant, les serveurs Elasticsearch, Kibana, etc., qui tournent à l'intérieur, eux, sont parfaitement fonctionnels. Mais comme la machine, le service qui les fait tourner n'est plus visible de Zookeeper, les proxys considèrent qu'ils sont partis et les suppriment du routage. Donc, à nouveau des timeouts, des requêtes de refresh qui augmentent la charge sur Zookeeper. Timeout, la cascade arrive, bam, Zookeeper dit « j'en peux plus », le serveur principal crash,
Et à ce moment-là, il y a un failover sur un autre serveur qui devient le nouveau master, et tout le monde time out, et là, curieusement, on commence à voir apparaître des out-of-memory errors sur certains clients. Donc, on a maintenant des services qui crashent en out-of-memory error. Et là, voilà, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien qui marche. Donc, les services passent leur temps à crasher, à se reconnecter, ils bombardent Zookeeper avec des requêtes de rafraîchissement de leurs données, et finalement, ils finissent par mourir d'out-of-memory error. C'est un petit peu la cata, quoi. Et pourtant, tous nos déploiements, Elasticsearch, Kibana, ils fonctionnent correctement. Mais les proxys, on dit, tous les interlocuteurs sont partis, je ne les vois plus, donc je vide toute l'étape de routage. Ce qui veut dire que les requêtes qui arrivent en entrée ici, de nos utilisateurs, eh ben, à chaque fois, ça se repart, ça retourne, hein, c'est 502 service not available, terminé. Voilà, il n'y a plus de service. Pourtant, tout le monde fonctionne, c'est simplement la couche de contrôle, le control plane, comme on dit, qui est parti en sucette, mais ça fait que le data plane, la partie vraiment utilisateur, ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Elastic et dans beaucoup de boîtes quand ce genre de choses arrive? Première chose à faire, il faut être transparent. Si vous n'êtes pas transparent avec vos utilisateurs, vous allez avoir un bad buzz de la mort. Si vous êtes transparent, ils vont râler forcément, mais aussi ils vont comprendre que les problèmes de prod, ça arrive, et il faut les tenir au courant de ce qui se passe. Donc, sur cloudstatus.elastic.co, on a ouvert un incident. On dit voilà, il y a un incident majeur, on bosse dessus, on vous tient au courant. En parallèle de ça, on met en place la salle de crise en interne. Donc, comme Elastic est une entreprise entièrement distribuée, la salle de crise, elle est virtuelle. Et on a donc, c'est des gens des opérations, quand ils détectent qu'il y a un problème qui nécessite d'ouvrir une salle de crise, on a un bot sur Slack à qui on dit « crée-moi un incident ». Et ce bot, il crée quoi? Il crée un channel Slack dédié à l'incident, il crée une salle de conférence Zoom dédiée aussi, il crée un Google Doc, et il crée une issue sur GitHub, avec déjà un canevas de choses à remplir. Alors ça nous permet quoi? Ça nous permet immédiatement de pouvoir commencer à travailler sur l'incident. On invite dans le channel Slack de l'incident les personnes qui sont dans le domaine de compétences liées. Alors quand je dis les personnes, c'est aussi bien des gens des opérations, donc des SRE, que les développeurs. Ça c'est un truc important, c'est que la dynamique DevOps et SRE, ça veut dire que les développeurs sont aussi impliqués dans les problèmes de prod. Tu as écrit du code, il passe en prod, tu viens nous aider à le débugger. On ne se contente pas de balancer son code par-dessus le mur et puis attendre qu'il se passe quelque chose derrière. C'est si vous avez écrit du code, il faut être prêt à venir le débugger en prod, ce qui est à la fois ultra stressant, mais aussi hyper intéressant parce qu'on voit vraiment ce qui se passe, quoi. Donc, sur le Slack, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de screenshots des outils de monitoring qui sont évidemment Elasticsearch et Kibana. Et puis des gens qui se coordonnent. Voilà, il y en a un Neil Brooks qui dit est-ce que je peux augmenter la taille de Velosto Scaling Group? Et puis ouais, vas-y, fais-le. Et pendant ce temps-là, on nous balance des stats avec de la charge CPU, du monitoring, de je sais pas quoi. Le Google Doc, vous pouvez voir le sommaire sur le côté. Ça nous sert en gros à formaliser tout ce qui se passe dans le Slack. D'ailleurs, on a un bot dans le Slack qui on peut dire tiens, ce truc qu'on vient de dire, tu le rajoutes dans le Google Doc, on construit comme ça une timeline. Et puis après, ce Google Doc devient aussi le lieu de l'analyse et du travail pour remonter aux causes racines du problème. Et c'est là aussi qu'on formalise toutes les actions qui vont dérouler de l'incident. Donc c'est vraiment la mémoire complète de l'incident, plus que le channel Slack, parce que le channel Slack, c'est là où on va éteindre le feu, on discute. Et puis à côté de ça, l'issue GitHub, elle sert à formaliser essentiellement, donc un petit court résumé, mais aussi les actions qui vont suivre, qui sont elles aussi traduites sous forme d'issue GitHub. Donc toutes les actions dérivées du post-mortem vont être traduites dans une issue GitHub qui sera référencée depuis le master ticket, comme on dit, lié à l'incident. Donc on a comme ça 3 outils, 4 avec Zoom, qui sont finalement pas beaucoup d'outils, mais qui sont extrêmement efficaces. On a d'un côté le temps réel dans Zoom et Slack. L'avantage aussi d'Elastic, comme on est une entreprise distribuée, c'est qu'on a des gens partout dans le monde. Donc des fois, on a des incidents qui vont durer plus de 24 heures à résoudre. Bon, on voit, les Européens bossent dessus. Ensuite, les Américains prennent la suite. Et puis ensuite, c'est des gens qui sont au Japon ou en Australie. Et puis ça revient aux Européens le lendemain, etc. Donc ça tourne. Ça tourne.
Et à chaque fois, il y a passation de contexte, mais surtout capture de l'information utile dans le Google Doc. Donc une organisation extrêmement souple et efficace. Et chose aussi qu'on ne voit pas apparaître dans les copies d'écran là, mais on implique aussi le support. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, dès qu'il y a un incident qui impacte les utilisateurs, ben, les clients, ils appellent le support en disant il y a un problème, ça ne marche plus, qu'est-ce qui merde, etc. Donc dès qu'il y a un incident qui impacte les utilisateurs, nous, on prévient aussi le support en disant attention, il y a un problème, soyez prêts, voici ce qui se passe, de façon à ce que les gens du support aient déjà des éléments de réponse à apporter à leurs clients. Donc, une fois qu'on a identifié le problème et qu'il y a le feu partout, que tout est en vrac, comment on fait pour remonter le service? Alors, la mesure qu'on a prise là est un peu extrême, on la prend rarement. Hein. Ah oui, une chose que je n'ai pas précisé quand même, c'est que ce n'est pas tout Elastic Cloud qui était down, hein, c'est une région sur les 50. Donc l'impact a quand même été limité. Mais par contre, les gens qui ont tout leur service sur cette région-là, évidemment, ils n'étaient pas contents. Donc comment on est revenu à la normale? Donc, sur cette région, on a pris une décision qu'on prend rarement, qui est de dire, bah, ok, c'est la merde, c'est le bazar, il n'y a rien qui marche, tout est planté, on éteint tout. On éteint tout et on redémarre progressivement. Donc on éteint tout, sauf Zookeeper, parce que lui, finalement, il faisait un petit peu son garbage collecting, un peu long, etc., mais il marchait correctement. Donc on a arrêté par contre tous les services qui étaient autour, ce qui a permis comme ça à Zookeeper de se calmer. Hop, l'activité CPU a baissé, le garbage collector a fini de faire son ménage tranquillement, il est revenu dans un état normal. Et puis on a redémarré les services un par un, enfin, pas un par un, mais par petits groupes, ce qui a permis comme ça de remonter progressivement en charge sans défoncer Zookeeper avec des milliers de requêtes simultanées qui arrivent d'un coup. Et finalement, comme ça, en petite heure, on a remonté le service. Et ce qui nous a permis ensuite de dire, bah, voilà, à nos clients, ça y est, l'incident est résolu. Donc voilà, pareil, là vous voyez, donc si vous allez sur la page du status, vous allez voir qu'il y a une 10-15 mises à jour qui sont postées qui expliquent quasiment heure par heure là où on en est dans la résolution du problème. Donc, ça y est, on a réussi. Mais bon, c'est que le début du boulot. Maintenant, il va falloir faire l'analyse de la cause du problème et puis surtout prendre des actions correctives pour que ça n'arrive plus. Une fois qu'il y a eu un problème en prod et qu'on l'a résolu, il ne faut pas se dire « Ok, c'est bon, j'ai fini mon boulot ». Au contraire, le boulot travaille parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé et s'assurer que ça n'arrivera plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, comme je vous ai dit, il y a eu une montée en charge initiale sur Zookeeper qu'on n'a pas réussi à expliquer. Dans les logs de Zookeeper, on a vu qu'il y avait des sessions qui envoyaient beaucoup d'opérations. On n'a pas réussi à les corréler à un service en particulier parce qu'il nous manquait certaines informations dans les logs, qui fait qu'on n'a pas pu faire la corrélation. Donc là, après, on a rajouté les logs qu'il fallait. On a eu des pauses du garbage collector Stop the World qui étaient plus longues que la durée de timeout des sessions Zookeeper. Donc, ce qui a provoqué comme ça ces déconnexions, la disparition des nœuds éphémères et cette panne en cascade. Voilà. Zookeeper, il y a un problème. On a commencé par l'utiliser et maintenant on en abuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans une startup, puisque Elastic était une startup il y a encore 5 ans, quand le service cloud a démarré, en gros, vous prenez des décisions à un moment qui ne seront peut-être pas forcément bonnes quand vous aurez fait un x10 ou x20 en volume quelques années plus tard. C'est ce qui s'est passé ici. Donc Zookeeper, c'est bien pratique, il est là. On met les données dedans, on met trop de données dedans, on met de plus en plus de données dedans, et puis d'un moment, il dit, bon, ça va bien, quoi, il y en a un petit peu trop, et c'est là qu'on commence à avoir des soucis. Les nœuds éphémères utilisés comme élément pour la liveness, comment on dit en français ça, la vie, l'état actif des services, c'est pratique, mais par contre, on avait réglé le timeout un petit peu court, 15 secondes, pour avoir des updates rapides et un système très dynamique qui se reconfigure très rapidement. Le problème, c'est que quand il y a une coupure réseau de plus de 15 secondes, à ce moment-là, les services qui écoutent considèrent que le service qui est en timeout est parti, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Et puis aussi, là aussi, abuser de Zookeeper, c'est qu'on écoute des dizaines de milliers de nœuds
Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on démarre un service, il doit envoyer des dizaines de milliers de requêtes à Zookeeper en disant « écoute ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là », et comme ça des dizaines de milliers de fois. Donc ça prend du temps, c'est compliqué. Chaque service qui démarre met de la charge sur Zookeeper. Autre problème, donc nos serveurs proxy, quand ils voient que le nœud éphémère d'un allocateur a disparu, ils disent « il a disparu, je le vire de la table de routage », sans autre forme de procès. C'est beaucoup trop agressif. Il faut qu'il y ait du délai qu'on ajoute, parce que s'il y a des petits hockey dans les systèmes, dans le réseau, etc., les déploiements peuvent être toujours actifs, mais par contre, la couche de contrôle, elle, n'est plus disponible, mais il faut quand même qu'on continue à rendre le service. Donc les proxys, eux, doivent être tolérants vis-à-vis de disparitions temporaires, même un peu longues, des allocateurs, et vérifier par d'autres chemins si l'allocateur est vraiment parti ou pas. Les rafraîchissements donc, du tricache, des miroirs internes dans les différents services, comme je disais, c'est des dizaines de milliers de requêtes à chaque démarrage. Ça bombarde Zookeeper, et quand tout le monde commence à démarrer ensemble, c'est la catastrophe. Voilà. Donc, le problème des out-of-memory errors, c'est parce que la librairie Curator qu'on utilise au-dessus de Zookeeper, pour son cache, ce qu'elle fait, c'est que quand il y a une déconnexion, elle rafraîchit l'intégralité du cache, ce qui peut représenter des dizaines de milliers de nœuds. Et si par hasard, pendant qu'elle fait ce rafraîchissement, il y a à nouveau une reconnexion, elle renvoie à nouveau cette dizaine de milliers de requêtes de rafraîchissement à Zookeeper. Donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, la file de requêtes en attente au niveau du client augmente sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et quand vous avez comme ça des cycles de déconnexion, reconnexion, déconnexion, reconnexion rapide, et bien cette file grossit jusqu'à provoquer un out-of-memory error sur le service. Il redémarre, il recommence, et c'est la boucle infernale. Donc finalement, la stratégie, on va dire un petit bug dans cette librairie Curator d'une stratégie non optimale de rafraîchissement du cache a provoqué le crash de nos services par des out-of-memory errors. Donc maintenant, une fois qu'on identifie tout ça, les actions correctives. Donc déjà, pourquoi est-ce que Zookeeper a fait ces pauses Stop the World? Donc on a regardé et puis on s'est rendu compte qu'on utilisait le bon vieux parallèle GC. Enfin non, pas bon, le vieux, oui. Pourquoi? Parce que ça marchait. Ça faisait des années que Zookeeper tournait et que, en gros, on ne touchait pas à la conf parce que ça marchait. Donc on l'a changé au concurrent Part Script, le CMS, qui prend plus de charge sur le CPU, mais par contre qui fait des pauses beaucoup plus courtes. On n'a pas voulu passer à un JDK plus récent parce qu'il vaut mieux changer une seule chose à la fois. Donc, et le Garbage Collector G1 sur le JDK 8 a quelques bugs qu'on n'a pas voulu réveiller, donc on est resté sur CMS. Donc la leçon qu'on en a tirée, c'est quoi? C'est que il faut réévaluer les configurations de différents éléments de l'infrastructure régulièrement. Ce qui marche aujourd'hui, probablement, d'ailleurs certainement, ne marchera pas quand votre charge est multipliée par 10 ou par 20. Il faut aussi ajouter du monitoring et des alertes. Il se trouve qu'on n'en avait pas assez sur Zookeeper. Les alertes, c'est important parce que quand on a un système avec des milliers de machines virtuelles, il ne faut pas supposer que les humains vont regarder toutes les métriques qui sont produites par le système. C'est humainement impossible, donc il faut que vous ayez de l'alerting automatique. Et aussi, donc, ce fameux curator là, qui a provoqué des out-of-memory errors, donc on s'est sérieusement penché là-dessus, et c'est moi qui ai eu la charge de ça. Je suis devenu, malgré moi, l'expert Zookeeper chez Elastic. Donc, on l'a réécrit. Avec une stratégie de rafraîchissement du cache radicalement différente qui utilise de la back pressure. Donc, c'est-à-dire que les requêtes sont envoyées par petits groupes à Zookeeper et les groupes suivants sont envoyés seulement quand Zookeeper nous répond. Donc, on a comme ça une espèce de régulation automatique du flot de requêtes par la capacité de Zookeeper à nous répondre. Si Zookeeper est chargé, les réponses arrivent lentement. Donc, on va envoyer les requêtes plus doucement naturellement. Si Zookeeper est tranquille, ça va arriver rapidement et on refaisera notre refresh très rapidement. Donc, il y a comme ça une back pressure naturelle qui se met en place, simplement du fait que l'émission de nouvelles requêtes est conditionnée à l'arrivée des réponses des requêtes précédentes.
Une chose que ne faisait pas aussi le composant précédent, c'est qu'il disait que dès qu'il y avait une perte de connexion TCP, je ne sais pas ce qui se passe, je rafraîchis tout. Alors qu'il y a cette notion de session qui a une persistance plus longue que la connexion réseau dans Zookeeper, qui nous a permis comme ça, en ne faisant notre rafraîchissement de cache qu'en perte effective de session, d'économiser à peu près 80% des besoins de rafraîchissement. Donc on a drastiquement réduit la charge de travail sur Zookeeper avec ce nouveau composant. Et puis ce composant, on lui a ajouté aussi plein de choses qui manquaient dans le Curator, donc des métriques. Voilà, combien il y a de cycles de rafraîchissement, combien je visite de nœuds dans Zookeeper à chaque fois que je rafraîchis, combien il y a de changements, etc. etc. Voilà. Il faut comprendre son système, il faut comprendre comment il vit. Un système est un organisme organique, vivant, il faut le mesurer, il faut le regarder. L'autre chose qu'on a corrigée, c'est la notion de... Alors c'est ce qu'on appelle les Thundering Herds, donc c'est en gros les... il y a un peu l'image du troupeau de buffles dans la savane africaine, quand tout le monde déboule, là, ça secoue un peu le sol. Hein. Donc, à un moment, dans Zookeeper, on avait, donc, au pire de l'incident, 5000 connexions en attente sur Zookeeper, et Zookeeper, il n'arrivait plus à suivre, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour corriger ça? On a ajouté des circuit breakers. Donc, circuit breaker, c'est, vous voyez sur l'image sur le côté, c'est qu'en gros, quand j'appelle un service et que ce service ne répond pas, je peux réessayer immédiatement, mais si je réessaye immédiatement, il y a toutes les chances pour que ça ne réponde pas à nouveau. Donc, en gros, le circuit breaker, c'est quelque chose qu'on va mettre entre l'application et le serveur, et qui va, en gros, mesurer le taux d'erreur, et qui va décider à un moment donné de dire, bon, ok, stop, là, tu arrêtes. C'est pas la peine de continuer à essayer d'envoyer des requêtes à ton serveur. On sait qu'il ne marche pas, on va attendre un petit peu. Voilà. Et une fois que ce délai est passé, à ce moment-là, le circuit breaker, on le ferme et on revient au fonctionnement nominal où on va laisser passer des requêtes et regarder si elles fonctionnent. Donc, le circuit breaker sont souvent associés à des stratégies qui vont justement définir les différents délais d'attente. Quand il y a des erreurs successives. Donc, on a des délais de réessai qui peuvent être soit fixes, soit augmentés linéairement, des suites de Fibonacci, il y en a qui aiment bien ça. Le exponential, donc c'est ce qu'on appelle le fameux exponential back-off, ou aussi, pourquoi pas, des durées aléatoires. Alors, nous, on a choisi de mettre des circuit breakers avec un délai fixe et une composante aléatoire. Pourquoi cette composante aléatoire elle est essentielle? C'est que si vous mettez un délai fixe à tout le monde et que tout le monde crache en même temps, finalement, tout le monde va attendre autant de temps et va redémarrer et finalement, vous allez retrouver votre masse de requêtes qui va arriver sur le serveur périodiquement, à intervalles réguliers. Donc, dans chaque service, on entend comme ça ce qu'on appelle le random jitter, donc la gigue aléatoire, qui nous permet comme ça d'avoir une distribution relativement uniforme des délais d'attente dans l'intégralité des services, qui fait qu'on va comme ça permettre de distribuer la charge sur Zookeeper. Le délai fixe va nous permettre d'avoir certaines garanties en fait, sur le délai de reprise. Par contre, cette variabilité aléatoire va permettre de distribuer la charge. Et pour finir, voilà, donc la librairie qu'on a utilisée pour faire ça s'appelle Failsafe. Alors, il se trouve que c'est développé par Jonathan Alterman, qui fait partie de l'équipe Elastic Cloud. Il a développé ça avant d'arriver chez Elastic. Et quand on a vu ça, on a dit, ouais, c'est cool ça, on va le mettre. Alors, comme il est super modeste, il ne voulait pas pousser sa librairie, il a fallu que ce soit d'autres développeurs qui disent, mais attends, ton truc, là, c'est génial, il faut qu'on utilise. Ouais, si vous voulez, machin, tout ça. En fait, ça change bien. Donc ça vous fournit sur étagère, sous forme de librairie Java, toutes les patterns en gros de résilience donc pour le retry, pour les timeouts, pour les circuit breakers, quelque chose comme ça. Alors petit exemple ici, vous voyez, c'est une interface dite Fluent pour configurer son objet circuit breaker. Et ensuite sur la droite, on voit l'exécution. Donc je vais appeler un service distant. Je demande au circuit breaker, est-ce que j'ai le droit de passer? Si oui, j'entoure mon appel avec du pré-execute et ensuite record soit success, soit failure. Et en fonction de ça, l'objet circuit breaker, lui, il va savoir si les hello exécutions vont passer pour les appels suivants ou pas. C'est assez pratique, ça marche très bien. Donc, si vous voulez améliorer la résilience de vos applications, je vous invite à regarder cette vidéo.
Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez creuser le sujet, je vous recommande, mais alors très 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 fortement, la lecture d'un bouquin qui s'appelle Release It, qui, alors la première édition date de 2008, je crois, ou 2006. C'est pas tout récent. Par contre, les enseignements qui sont là-dedans sont toujours valables. Il y a une deuxième édition qui va sortir ou qui est sortie, je ne sais plus. En gros, l'auteur, qui est un consultant en production, a vu les pires merdes qu'on peut imaginer en production, et raconte dans son bouquin un certain nombre de war stories, et de là, il en a dérivé un certain nombre de patterns et d'anti-patterns pour avoir des applications stables en production, notamment le fameux circuit breaker, c'est lui qui l'a popularisé dans son bouquin. Donc, si le sujet vous intéresse, vraiment, lisez ce bouquin, il est... Arnaud qui dit que c'est avec le juriste. Non, il n'y a pas de closure dans le bouquin, je te rassure. Ça marche aussi en Java avec des types. Voilà, donc allez voir ce bouquin, il est super intéressant. Moi, je l'ai lu, c'est passionnant. Et on en a fini. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, s'il y a des questions... Voilà. Des questions, des remarques? C'est un peu frustrant le virtuel. Hein. J'aime bien quand il y a du monde en face. Ouais, je vois qu'on a déjà 3 questions sur la feature de questions-réponses de Codecast. Je vais juste réinviter Julien, parce qu'en général, il en a pas mal des questions lui aussi. Donc, alors, je vois là combien de notes pour le cluster Zcam. Alors, ça, c'est une question très intéressante. Un cluster Zookeeper, donc on a déjà sur des systèmes distribués comme ça, avec de la réplication, il faut toujours un nombre impair. Parce que comme il y a des notions d'élection de vote entre les différents éléments du cluster, donc en gros, ça va être 3, 5, 7. Nous, on a 3 nœuds. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Zookeeper, les nœuds entre eux, ils discutent énormément. Donc, ajouter 5 nœuds, passer de 3 à 5, augmente la charge globale sur l'ensemble des serveurs. Par contre, donc, on a 3 nœuds qui sont ce qu'on appelle les nœuds, le quorum, c'est-à-dire ceux qui décident et qui votent. Autour de ça, on a ce qu'on appelle dans Zookeeper des observers, qui sont en gros des répliques qui ne participent pas au vote. Donc là, on en a un nombre qui est très variable en fonction de la charge. En fait, ça nous permet comme ça de distribuer la charge en ayant des répliques de Zookeeper qui ne font pas partie du quorum, mais les quorums, eux, font toujours 3 nœuds. D'autres questions? Sylvain, je ne sais pas si tu vois, mais on a la section Ask a Question. Là, oui, je les vois. Voilà. Hop là. Tout ça, c'est sur Kubernetes. Alors, c'est une excellente question. D'ailleurs, je l'attendais. Non, ce n'est pas sur Kubernetes. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que le projet a démarré avant que Kubernetes existe. Tada. Donc, voilà. Par contre, son architecture est assez similaire à celle de Kubernetes. Hein. Le constructeur, par exemple, peut être assimilé aux différents opérateurs. Le Zookeeper, typiquement, c'est l'API serveur. Et les allocateurs sont les kubelettes, finalement. Donc, non. Ensuite, est-ce que vous envisagez d'autres GC, Azul, Shenandoah? On est passé à G1. On a fait des essais sur Shenandoah et je ne sais plus pour quelle raison ils n'étaient pas concluants dans notre use case. Je ne sais plus dire pourquoi. Est-ce que le rewrite du tricage curator est disponible en public? Alors, on voulait le faire, mais non. On n'a pas pris le temps de le faire parce que finalement, au début, on voulait le faire. C'était vraiment un truc très isolé, etc. Et on a commencé à rajouter dedans du monitoring et des choses qui étaient assez liées aussi à l'infrastructure de nos frameworks internes. Et c'est devenu compliqué. Donc, si on avait voulu le faire, ça aurait été une sorte de fork dégraissé de ce composant-là. Et on n'a pas pris le temps de le faire. Mais, là, je me flagelle en tant que membre de la Fondation Apache. C'est aussi ma faute. La question directement, peut-être? Ouais. Désolé, j'étais en train de chercher le bouquin sur Amazon. Alors, tu as parlé des devs qui étaient invités en salle de crise dans la culture DevOps, ce qui est super. Sauf que tu as aussi parlé d'une équipe de 150 personnes. Oui. Et du coup, la question, c'est comment c'est sélectionné ces devs? C'est ceux qui sont là au moment où il y a la crise qui se passe, ou est-ce qu'il y a une astreinte? Est-ce qu'il y a des personnes pré-identifiées? Voilà. Comment ça s'organise? Il y a plusieurs aspects là-dessus. Il y a des personnes qui sont d'astreinte, qui sont dans l'équipe SRE.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont PagerDuty, typiquement, qui va les alerter quand il y a des incidents, ou aussi quand on crée un incident. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème, il n'y a pas forcément de monitoring qui a créé l'alerte tout seul. À ce moment-là, celui qui crée l'incident déclenche un certain nombre d'alertes sur des personnes qui sont d'astreinte. L'avantage Elastic qui est distribué autour de la planète, c'est que les astreintes se passent le jour. Ça, c'est quand même un gros avantage. Quand on est d'astreinte, en général, c'est de dormir la nuit. Ouais, c'est des heures. Ça dépend, c'est des astreintes de 8 heures ou 12 heures, en fait, selon les cas. Mais voilà, en gros, c'est la journée, donc c'est quand même vachement bien. Ensuite, quel dev on appelle c'est ceux qui sont réveillés. On va pas réveiller des gens de l'équipe de dev pour venir bosser sur un sujet, sauf peut-être cas excessivement exceptionnels, mais dont j'ai aucun exemple en tête, de gens qui ont une connaissance ultra spécifique. Mais si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème, parce que là, on a un bus factor de 1, et c'est pas bon. Donc en gros, c'est les devs qui sont réveillés dans la zone fonctionnelle concernée, en fait. Donc, cette équipe de 150 personnes, c'est pas un râteau, c'est pas à plat, c'est un râteau de petites équipes de, on va dire, 8 à 15 personnes qui sont sur des thématiques fonctionnelles différentes. Et d'ailleurs, chaque équipe a son channel Slack. Donc, en gros, quand il y a un incident qui survient, qui est lié à telle ou telle zone fonctionnelle, les SRE qui sont dans la salle de crise vont venir sur les channels Slack de l'équipe en disant « Hey, on a un problème, machin, etc. Qui est-ce qui peut venir ?» Ou plutôt « Il faut que quelqu'un vienne. » Voilà, selon l'intensité du problème. Donc, ça s'organise de façon, on va dire, ad hoc, comme ça, mais ça reste très efficace, justement, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est réveillé, en fait, dans chacune des équipes. D'accord. Et justement, là, puisqu'il y avait les devs, est-ce que vous avez réussi à reproduire le problème dans un environnement de repro ou le fait de ne pas avoir la root cause, le fait que vous n'avez jamais réussi à reproduire, si ce n'est à posteriori en imaginant ce qui a pu se passer, mais sans en être sûr. Donc, on a trouvé des choses. On a continué à explorer les logs ensuite. On a retrouvé des choses qui étaient assez similaires et on a vu en fait qu'il y avait certains cas où certains services en fait partaient dans une espèce de boucle infinie de retry sur des choses plus de niveau applicatif et qui bombardaient Zookeeper. Donc, on a fini par retrouver des comportements similaires à ce qui a pu être cette route cause. Par contre, on n'a pas pu formellement prouver que c'était bien ça qui s'était passé. Mais en gros, on l'a mis en parallèle au niveau du comportement observé sur le fait que c'était probablement ça. Mais c'était un post-mortem, c'était après avoir redémarré. C'était après le post-mortem. Parce que si tu veux, il a fallu que le problème se reproduise à nouveau, en quelque sorte. Et pour ce qui est de la reproduction dans un environnement de test, des scénarios comme ça, c'est excessivement compliqué à reproduire en environnement de test parce que ça crache simplement parce que tu as des centaines, voire des milliers de VM qui toutes se coordonnent et donc tu ne peux pas remonter cet environnement dans un environnement de test, c'est pas possible. Ouais, je connais ça. Du coup, je pose ma seconde question. Sur le circuit breaker, tu as dit que vous aviez fait le choix d'un fixed rate plus un random pour étaler un petit peu la charge de la reconnexion. C'est quoi? Tu parles d'un étalement sur plusieurs minutes ou plusieurs secondes? Non, c'est de l'ordre de quelques dizaines de secondes. Et en gros, le random va faire qu'on a un délai fixe qui est, je crois, un truc genre 10 ou 20 secondes et qu'on double éventuellement avec la partie random. Donc en gros, c'est genre 10 secondes fixes et 10 secondes random. Donc ça veut dire que le délai effectif va être quelque part entre 10 et 20 secondes. Ok. Il y a plein d'autres questions. C'est bon pour moi. Alors, ensuite, il y a un avis sur Failsafe versus Istrix versus Resilience 4J. Alors, Istrix, je crois, est quelque chose qui est beaucoup plus volumineux en termes de librairie. Je crois aussi que Netflix a décidé d'arrêter de le maintenir. Resilience 4J, je ne sais pas. Failsafe marche bien. En plus, on a le développeur en interne, donc ça aide aussi. Voilà. Alors là, question sur le GC, le CMS. Oui, je ne sais plus ce qu'on a mis comme settings sur le CMS. Je pourrais aller rechercher la conf, mais je ne sais pas dire. Au final, est-ce que je peux considérer Zookeeper comme le SPOF de toute votre infra? Eh bien, dans la mesure où, comme vous l'avez vu, c'est un élément central, c'est un SPOF, on va dire, donc SPOF, pour ceux qui ne savent pas, le single point of failure, donc le point de panne unique,
C'est un SPOF du point de vue logique, on va dire, parce que c'est un service qui est central à la totalité de l'infrastructure, de la même façon que TCD va être un SPOF dans Kubernetes ou l'API Server. Par contre, d'un point de vue infrastructure, ça n'est pas un SPOF dans la mesure où c'est un service qui est répliqué et distribué. Donc la réponse, elle est oui, mais non, mais oui. Voilà. Comment est-ce qu'on sait qu'on a les bons logs? Alors, define bon log. Alors, si la question c'est en termes de contenu, les logs, c'est quelque chose qui se travaille au cours du temps. Ça se travaille au cours du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, les logs sont un outil pour les gens qui font les opérations. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est important que les développeurs soient impliqués dans les opérations, c'est-à-dire que, en gros, tous les logs se retrouvent dans Elasticsearch et Kibana, et ensuite, nous, développeurs, quand il y a un problème, on va fouiller dedans. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, soit on a logué des trucs qui ne servent à rien et qui polluent tout, soit, en gros, il y a quelques logs essentiels ou des informations essentielles qu'on a oublié de loguer. Donc, il y a cette boucle de feedback comme ça entre les opérations, les incidents, les développeurs, pour venir affiner les logs. Donc, on ne sait pas a priori qu'on a les bons logs. Avec l'habitude, on intuite un petit peu les informations qui vont être utiles à mettre dans les logs. Et puis ensuite, c'est un processus itératif pour supprimer, rajouter, modifier, augmenter les logs. Salut Olivier, je t'ai invité du coup pour que tu précises ta question s'il y en avait besoin, parce que je n'étais pas sûr que Sylvain allait réussir à répondre. Donc si cette question-là, c'est bon, eh ben, tu peux enchaîner avec la suivante, sinon précise. C'est pas moi la prochaine. Ouais, mais j'ai répondu à ta question, Olivier, là. Ouais, c'est bon. Ben, en fait, vu que tu avais dit qu'il manquait des logs et que tu étais parti sur... Ouais. On a réussi à résoudre le problème de logs manquants. C'était savoir quelle était la méthodologie pour identifier que les logs manquants, vous les aviez bien corrigés. Donc, voilà, tu as répondu à ma question. Voilà, typiquement, en l'occurrence, on voyait côté Zookeeper qu'il y avait des opérations associées à un Session ID. Par contre, ce Session ID, on ne le loguait pas côté client. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, quand un client se connecte, on met dans les logs son Session ID. Ce qui nous permet ensuite, comme ça, de faire une corrélation entre des logs d'activité côté service client avec une activité côté serveur Zookeeper. Très bien, merci. Voilà. Donc, quelle télémétrie on utilise pour surveiller le garbage collector? Donc, c'est du JMX, c'est les GC logs, c'est des métriques VM, c'est tout ça. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que certains des plus gros déploiements sur Elastic Cloud sont nos clusters de monitoring. C'est des gros clusters. Et on a une durée de rétention de 7 jours. Au-delà, on purge, parce que sinon, c'est des dizaines, des centaines de téraoctets. Donc, on log beaucoup. Alors, nos proxys, ce n'est pas du HAProxy, ce n'est pas une techno open source, c'est du spécifique. Alors, pour une raison technique que je vais expliquer, c'est qu'en gros, les proxys ont de la logique qui est spécifique au fait qu'il y a un Elasticsearch qui est derrière. Donc, typiquement, quand on déploie un cluster Elasticsearch, les nœuds peuvent être typés. Donc, il peut y avoir un nœud qui est uniquement master, des nœuds qui sont uniquement data, qui vont faire du stockage, d'autres qui sont dédiés à faire de l'ingestion. Par exemple, on va les taguer, on va leur mettre des attributs. Donc, évidemment, quand on a un cluster avec 3 nœuds, tout le monde est pareil. Quand on commence à avoir des gros clusters avec plus de 6, 7, 8, 10, 15 nœuds, on va caractériser, on va typer les nœuds. Donc, le routage, il est intelligent et en fonction de la requête qui arrive, avec des patterns sur les URL en entrée, on va savoir à quel type de nœud il faut préférentiellement router ces requêtes. Donc, c'est un proxy custom. Initialement, il est écrit en Scala et on l'a réécrit en Go. Et voilà, il a cette notion de routage intelligent. Donc non, il n'est pas open source. Donc les logs sont bien dans Elasticsearch. Eat your own dog food, absolument. Du coup, ce monitoring est-il sur une autre région? Eh ben non. Voilà. Donc il n'est pas sur une autre région. Et donc effectivement, on sait potentiellement un souci. C'est-à-dire que on accède à nos clusters de monitoring par l'infrastructure proxy, etc. Donc ça, on va dire, c'est le comportement par défaut. Par contre, on s'est mis quand même des points de passage directs qui nous permettent d'accéder quand même à nos clusters de monitoring si l'infrastructure des proxys est down de manière un petit peu moins confortable, mais qui fonctionne quand même.
Donc pourquoi on a choisi ça? C'est que, en gros, monter une autre région spécifique, c'était du boulot. Toujours pareil, hein, on ne fait pas forcément les choses le mieux du monde parce qu'il y a aussi des impératifs de temps, de coûts, etc. Est-ce qu'on va le faire? Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'on décidera de le faire le jour où on aura un énorme crash et que nos logs seront plus accessibles. Je ne sais pas dire. Voilà. Donc la prod, c'est aussi beaucoup de compromis en permanence. Voilà, il n'y a plus de questions. Waouh, on en a eu pas mal. Ah, attends, il y en a encore une. Ah. Allez, Julien. Uniquement sur AWS. Ouais, la question, j'ai essayé d'être rapide, mais je vais la clarifier. AWS propose énormément de services de plus haut niveau que de l'infra. Et c'était pour savoir, est-ce que vous utilisez ces services ou est-ce que plutôt vous préférez leur prendre leur infra, qui sont très forts là-dedans, plutôt que leurs services qui pop et dépop un peu plus fréquemment, on va dire. Oui, donc on utilise très peu de services parmi toute la galaxie des services AWS pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que déjà, notre service à nous, c'est un service d'infrastructure, finalement, d'hébergement, etc. Donc la chose dont on a besoin le plus, finalement, c'est les VM. On pourrait dire qu'on pourrait utiliser au-dessus de ça, je ne sais pas, les services de message bus qui sont fournis par AWS ou des choses comme ça. C'est pas le cas. Ce qui nous a permis comme ça, alors initialement, le service Elastic Cloud était disponible uniquement sur AWS. Maintenant, il est disponible sur pas mal de providers. Donc l'intérêt de limiter l'adhérence aux providers, c'est qu'on peut comme ça se déployer plus facilement sur d'autres providers. Ceci dit, on utilise bien évidemment des services AWS. Bon, C2, ça va sans dire. On utilise tout ce qui est load balancing, on utilise S3 pour les backups. Je ne l'ai pas mentionné, mais en gros, quand on a un cloud sur Elastic Cloud, il y a un backup automatique toutes les 30 minutes. Donc ça part sur S3 avec des durées de rétention qu'on configure en fonction de ce qu'on est prêt à payer pour le volume qui est stocké. On utilise aussi pas mal de services Amazon qui sont utilisés sur la partie plus business, tout ce qui est gestion de compte, billing, facturation, notification par email, etc., qui est une partie que je n'ai pas du tout évoquée, mais qui vient à côté, qui est la partie business, gestion, facturation, etc., qui, elle, s'appuie plus sur les services Amazon. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'existe que chez Amazon, ce n'est pas quelque chose qu'on va déployer dans toutes les régions. Et aussi parce que c'est une application plus classique. En fait. Ce n'est pas un gros orchestrateur qui gère des dizaines de milliers de VM. Donc voilà, la réponse, elle est de facettes. J'ai une autre question qui me vient là. Justement, on parle de région Amazon. Est-ce que vous avez des zookeepers qui font de la synchro entre différentes régions? Oui. Alors, je ne l'ai pas mentionné comment ils ont réagi à ce crash? Ouais. Alors, je ne l'ai pas mentionné là, mais en gros, la partie qu'on voyait sur la droite, la User Console et Admin Console, n'existe que dans une seule zone. Ce qui est potentiellement un problème d'ailleurs, parce que dans une seule région. Ce qui est potentiellement un problème d'ailleurs, parce que si cette région disparaît, comme c'est arrivé récemment avec US East One, quelque chose comme ça, potentiellement notre console n'est plus accessible. Elle est quand même distribuée sur plusieurs availability zones qui limitent le risque. Donc, ces consoles d'administration et la user console, pour connaître l'état du système, localement, sur la région où elles sont installées, il y a un miroir des zookeepers de toutes les autres régions. Donc, en gros, si on a 50 régions, ça veut dire que sur la région où sont hébergées ces consoles, on a 50 des observeurs zookeepers qui vont venir mirorer le zookeeper de la région. Alors, c'est des choses qui sont assez délicates à mettre en place. Alors, déjà parce que l'authentification sur zookeeper, c'est pas forcément hyper costaud. Et donc on a là des tunnels SSL pour encrypter la communication, et aussi parce qu'on est à la merci de problèmes de connectivité réseau entre les différentes régions. Globalement, ça se passe pas trop mal. Et quand il y a eu ce crash, de leur point de vue, ça s'est passé comme pour les observeurs qui sont locaux déployés dans la région. C'est-à-dire qu'il y a des nœuds éphémères qui ont disparu. Il n'y a pas eu trop de différences de comportement. Là où on voit des différences de comportement, c'est quand on a des problèmes sur les liens interrégions, donc plus sur les problématiques réseau liées aux fournisseurs d'infrastructures. D'accord.
Et ils ont pas généré de la charge de leur côté, comme tu disais qu'il y avait des clients qui sont partis en out of memory aussi. Est-ce que de leur côté, ils ont pas aussi partis en live Non, parce que le volume de données qui était mis en cache dans ces services-là était plus limité. Et finalement, la région Irlande qui était partie en sucette, c'était une parmi 50 dans ces services-là. Donc, eux qui en plus sont dimensionnés pour pouvoir gérer un grand nombre de régions. Donc, ça a limité l'impact. Donc, chose intéressante aussi, ça veut dire que seuls les utilisateurs qui avaient des clusters déployés en Irlande sur AWS ont été impactés. Les consoles utilisateurs disaient cette région-là n'est plus disponible, mais pour autant, la totalité du service dans les autres régions, elle continue à être rendue, sans impact. Okay. Vous planifiez de sortir de Java 8 ? Oui. Oui. C'est fait partiellement, je crois, sur certains, sur pas mal de services. D'ailleurs, Java 8, on peut en parler, mais maintenant je suis dans l'équipe client et en gros, je vois que 80% des clients ils sont encore sur Java 8. Ouais, ça m'étonne pas. Ok, on a perdu Arnaud. Non, je suis toujours là, mais c'est moi qui qu'on voit ma tête au milieu alors que c'était vous deux qui étiez en train de parler. Ah, je truste la conversation. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat. Il n'y a plus de questions. Ok. Eh bien, merci. Eh ben ouais, merci beaucoup Sylvain. On va te libérer. C'était pas trop dense, pas trop hardcore, non, non, c'était super. Non, c'était super intéressant. J'avais pas lu le billet. Il faudra que je retrouve le lien. Ah oui, je l'ai mis dans le chat. D'accord, il est dans le chat. Du coup, je vais aller lire le billet, c'est intéressant. Non, je dis une bêtise, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est David. Merci David. Alors, autrement, je vais mettre les slides en ligne et puis comme ça le Twitter du job pour aller retweeter. Il y a le lien vers les post-mortem, la page de status, etc. Ouais. Et ouais, c'est vrai, il est super bien rédigé, allez le lire. Ouais, n'hésitez pas, d'ailleurs, vous avez vu, c'est super intéressant. Un post-mortem, c'est super intéressant. Donc, si vous en avez aussi à partager, n'hésitez pas. On prend les retours d'expérience, même des fois des trucs qui sont bien passés. Hein. Si vous voulez nous dire que chez vous, que Zookeeper, c'est bien, ça marche bien, et nous expliquer pourquoi et ce que vous avez fait pour que ça marche bien, au premier coup. Ceci dit, ça marche globalement bien, Zookeeper. Hein. Alors après, c'est un truc, voilà, il faut savoir l'utiliser. Hein. Donc, on a appris des fois avec quelques cicatrices ce qu'il fallait faire et pas faire, mais il y a quand même des fois des gros crashs. De là, on apprend et puis ça continue à tourner, hein, parce qu'on n'a toujours pas remplacé. Quoi, donc, voilà. Ouais. Si vous connaissez des alternatives aussi, que vous voulez en parler, je suis repreneur. C'est toujours bien d'avoir de la concurrence. Sylvain les a mentionnés en début, on va avoir surtout TCD et Consul. Ouais. Ils n'offrent pas tout à fait les garanties. Et les retours d'expérience. Consul, je l'ai vu tourner, mais j'ai jamais vu le retour d'expérience des équipes qui l'opéraient. C'est toujours le plus intéressant pour le retour d'expérience. C'est vrai que ce serait cool qu'on ait des rétextes. Moi, perso, pour avoir utilisé TCD, j'ai pas de retour particulier à faire, ça a bien marché. Mais un truc qui me ferait kiffer aussi, si vous avez des gros échecs à nous raconter, ça pourrait être rigolo aussi. Alors, je sais pas, vous avez essayé de déployer un truc, ça c'est craché en beauté. Ce serait chouette, un retour d'expérience. Ok. Bon, mais merci à tous. On se retrouvera probablement dans un mois. Oui, c'est pas probablement. C'est pas encore avec quoi. Si, on sait. Oui, bien sûr. Ah oui, tu m'as envoyé le lien, pardon. Ok, autant pour moi. Ouais. On le dit ou pas? Non, vous aurez la surprise. Non, si, on se retrouve le mois prochain, c'est sûr, pas de souci. La date est calée, ouais. Allez. À bientôt bonne soirée tout le monde. À bientôt. Ciao.